Ok, bienvenue à tous. Alors, on va continuer notre cours sur le chapitre 13. Donc, je vous rappelle, on est dans le chapitre 13, comment le système respiratoire fonctionne. Donc, pour essayer de comprendre comment les poumons ça marche, on a fait ensemble ces premières parties. On a surtout beaucoup discuté de ce qui se passait sur ce schéma avec donc l'air riche en oxygène qui va rentrer donc par le nez, qui va descendre ici, qui va passer par la trachée, qui va passer par ensuite les bronches, les bronchioles dans les poumons. On a parlé du fait qu'il y avait des alvéoles à la fin de tout ce trajet-là, donc des tout petits sacs qui vont se remplir d'air et qu'il y avait un échange qui se passait, qui a d'ailleurs disparu, mais il y a un échange qui se passe avec le sang pour pouvoir récupérer du sang propre dans pour la ramener au cœur et enlever le CO2 qui se trouvait dans le sang qui arrive. On avait vu tout ça avec ce texte, je vous laisserai le reprendre s'il y a encore des choses qui ne sont pas claires, mais, et on avait compris surtout à la fin cette partie-là, et on va se repartir là-dessus puisque c'est la suite. On avait lu à la fin que les poumons, ils étaient dépourvus de muscles, et donc que il ne pouvait pas choisir de se gonfler. Donc un poumon ne peut pas se gonfler, se dégonfler. Il va devoir suivre passivement ce qui se passe au niveau de la cage thoracique et au niveau du diaphragme. Et c'est ce qu'on va voir un petit peu aujourd'hui dans la page suivante pour comprendre un peu mieux. Donc on avait parlé de ce schéma-là avec le diaphragme en bas qui va se relâcher pour pouvoir expirer et qui va se tendre pour pouvoir faire une inspiration et donc laisser de la place pour que les poumons puissent grandir. Mais tout ça, c'est peut-être un petit peu complexe, donc on va le reprendre sur cette page ici. Donc on va commencer à la page 7 aujourd'hui avec cette petite expérience. Si vous vous embêtez vraiment chez vous et que vous avez du matos, vous pouvez tester de la faire chez vous, ce serait drôle d'ailleurs. Si vous le faites, envoyez-moi une petite vidéo. Mais en gros, on peut essayer de modéliser ce qui se passe dans les poumons avec du matériel assez simple. Alors on en a une en classe que je ne peux pas vous montrer là, je vais essayer de vous trouver une petite vidéo pour voir ça en action. Mais je vous explique d'abord un petit peu comment ça fonctionne. Donc c'est ce qu'on a dit la dernière fois, la partie ici, que les deux poumons sont incapables d'exécuter eux-mêmes des mouvements. Donc il n'y a pas un muscle à l'intérieur du poumon qui peut le faire grossir. La question c'est du coup comment font-ils pour faire entrer et sortir de l'air inspiré et expiré dans les alvéoles. Donc, si eux ne peuvent pas se gonfler eux-mêmes, comment ils font pour qu'il y ait de l'air qui puisse rentrer et sortir. Et du coup, on va vous donner ce modèle, donc un modèle du thorax pour comprendre. Observe et fais fonctionner le modèle du thorax avec son ou ses poumons. On n'a pas le modèle sous les yeux, je vous montre une petite vidéo de exactement comment ça marche si je trouve quelque chose d'intéressant. Ok, alors je vous ai trouvé une petite vidéo pour montrer ça. Je vous explique d'abord juste de quoi il s'agit pour comprendre un petit peu de quoi on parle. Donc en gros, on a fait un modèle avec donc un tuyau qui rentre dans une bouteille en PET. On a fermé le bouchon, on a juste laissé un tout petit peu de place pour laisser passer le tuyau, donc l'air peut aller ici. Ce tuyau, il est connecté à un ballon en dessous qui peut se gonfler et se dégonfler. Et on a coupé ici le bas de la bouteille et on a rajouté un autre ballon de baudruche qu'on a ouvert, qu'on a coupé un peu pour qu'il puisse être bien collé sur le bas de la bouteille. Donc on a un ballon en bas qui ferme la bouteille qui a été coupée en deux. On a un ballon dedans qui est relié avec un tuyau qui sort ici à l'extérieur et il y a du coup de la place à l'intérieur disponible. Et puis on va essayer de voir comment est-ce qu'on peut modéliser un poumon avec ça. Ok, donc voilà ce que la personne a fait comme montage. Donc on voit qu'il y a cette bouteille qui est là avec deux petits ballons, et il a mis deux petits ballons, c'est encore mieux pour représenter les poumons. Et puis on voit que si on tire sur le ballon qui est au fond, donc cette espèce de membrane, en fait ça va gonfler les poumons automatiquement. En fait, les poumons vont être tirés vers le bas, vont être gonflés quand on tire sur cette membrane qui est en dessous. Donc ça, c'est très facile à faire. Si vous avez du matos chez vous, vous pouvez même essayer de le faire. Et on voit que ce qui est intéressant, c'est que vraiment, quand juste la personne elle va tirer ici, il y a de l'air qui va rentrer de là-haut et qui va en fait gonfler les poumons. Ce qui paraît un petit peu étrange peut-être, mais on va essayer de comprendre comment ça marche. Et puis, ouais, qu'est-ce qui se passe dans cette expérience?
Donc on va retourner à notre modèle qui est ici, et puis je vais d'abord vous laisser répondre à la question qui est en dessous, donc au point B. Que se passe-t-il lorsque tu pousses le fond du grand ballon de baudruche vers le haut et lorsque tu le tires vers le bas? Donc on parle du ballon qui se trouve ici, d'accord, dans cette partie-là. Si vous avez vu, quand il le tire vers le bas, qu'est-ce qui se passe? Et vous avez vu aussi, alors il l'a pas poussé, il l'a pas poussé à l'intérieur, mais il aurait pu, hein, enfin, en tout cas on le voit quand il est tout plat. J'aimerais que ici vous preniez juste 2 minutes pour mettre pause et puis remplir cette section qui est ici en bas, ce que vous avez vu dans la vidéo. Si vous avez besoin, vous pouvez retourner en arrière pour la revoir une fois. Donc vous remplissez la partie qui est ici. Et puis on se retrouve juste après que vous avez fait pause. Alors, magie de la vidéo, voilà, vous avez comme ça maintenant la réponse. Donc, en fait, ce qui se passe quand on pousse le fond du grand ballon de baudruche vers le haut, donc si je poussais la membrane euh, dans ce sens-là, d'accord, le petit ballon de baudruche, il va se vider. Donc, le petit ballon, il va du coup être vide si je pousse vers le haut. Par contre, si je tire le grand ballon de baudruche vers le bas, le petit ballon, pardon, il va lui se gonfler. D'accord? Donc, vous avez vu ça dans la vidéo, donc je vous laisse juste écrire ça sur votre feuille, corriger, ou en tout cas résumer ça sur votre feuille. Donc en mettant pause, bien sûr, parce que sinon, vous n'aurez pas le temps d'écrire. Je vous laisse écrire ça et mettez pause et ensuite on continue. Donc vous avez ensuite la page d'après, la page 8, où on vous pose la question de ce que ça représente. Donc vous avez cette expérience qui est là, je crois que vous avez compris à peu près, mais on va essayer de le faire quand même ensemble. Qu'est-ce que ça représente dans ton corps? Donc vous avez à quelle partie de ton système respiratoire correspondent les différentes parties du modèle du thorax. Donc il y a le tuyau en PVC, donc je peux même vous le faire comme ça, c'est magique. Donc le tuyau, hein, c'est ce truc ici. Le bouchon, c'est quoi dans ton corps? La bouteille en PET, c'est quoi dans ton corps? Le petit ballon de baudruche qui est dedans, qu'est-ce que ça représente dans ton corps? Et le fond du grand ballon de baudruche, qu'est-ce que ça représente dans ton corps? D'accord? Donc vous réfléchissez, vous notez à côté ici, vous notez quelles sont chaque chose dans le corps, et puis ensuite on va corriger. Vous pouvez déjà aussi répondre à la question qui est ici en dessous. Que se passe-t-il lorsque le diaphragme il monte et lorsqu'il descend? Voilà. Avec tout ça, vous aurez normalement compris ce qui se passe. Je vous laisse remplir tout ça et puis d'ici quelques minutes, quand vous avez fini de tout écrire, vous pouvez continuer, vous pouvez mettre pause et après continuer. Alors, on va le corriger ensemble. Donc, au début, d'accord, d'abord pour le tuyau en PVC. Donc, le tuyau, ça va être la trachée. Donc, c'est le gros tuyau par lequel passe l'air pour pouvoir descendre depuis votre nez. D'accord? Donc on a fait une espèce de fausse trachée. Le bouchon, il n'y a rien. Hein. Là, on a dû mettre un bouchon pour l'expérience pour que ça puisse faire du sens. Hein. Si vous regardez, il faut bien qu'on puisse fermer la bouteille. Mais nous, on n'a pas vraiment un bouchon ici. La trachée chez nous, elle descend. C'est de toute façon ici fermé. Donc ce serait peut-être de la peau autour, mais il n'y a rien de spécial pour représenter le bouchon dans cette situation. La bouteille en PET, par contre, c'est la cage thoracique. D'accord? Donc les côtes qui vont en fait faire la limitation de vos poumons vers l'extérieur. Donc c'est ça qui va permettre. Avec la petite différence, on en parlera peut-être après, mais la bouteille en PET, elle, va pas bouger. Hein. Donc la bouteille en PET, elle reste avec la forme qu'elle a quand on va tirer le ballon vers le bas ou vers le haut. Votre cage thoracique, en fait, elle va bouger un peu. D'accord? Donc c'est pas le meilleur modèle du monde parce que la cage thoracique, elle peut aussi se déplacer. Alors, pour la respiration normale de la vie de tous les jours, faible, quand vous n'êtes pas en train de faire du sport, la cage thoracique, elle va pas bouger beaucoup. Hein, si vous regardez votre cage thoracique pendant que vous respirez, à moins que vous preniez une grande respiration, elle bouge pas grand-chose. D'accord? Mais elle peut bouger, ce qui n'est pas le cas de la bouteille en PET, donc c'est un petit peu la limite du système, c'est pas génial comme modèle à cause de ça. Mais le reste marche bien. Le petit ballon de baudruche, ça va être vos poumons. D'accord? Donc un poumon là dans ce cas-là, mais ça pourrait être des poumons si on en met deux comme dans la vidéo que je vous ai montrée.
Et puis le fond d'un grand ballon de baudruche qui est tout en bas, ben, c'est ça qu'on va avoir qui va être le diaphragme. Donc c'est ce muscle qui va permettre de pouvoir, qui va se contracter, se décontracter pour pouvoir faire les respirations. Et donc, ben, qu'est-ce qui se passe quand le diaphragme il monte et quand il descend? Donc là, c'est ce qu'on va expliquer justement ce qui se passe dans la respiration. Donc, on va écrire que lorsque les muscles du diaphragme se relâchent, le diaphragme monte. D'accord? Donc, la position bombée vers le haut qu'on a vu avant sur l'image, donc le diaphragme, quand il est tout relâché, le diaphragme il va monter. Donc à ce moment-là, s'il monte, le volume de la cage thoracique il va diminuer. D'accord? Parce que il y aura moins de place pour les poumons, puisque le diaphragme, s'il était comme ça et puis qu'il se retrouve comme ça vers le haut, donc il est remonté, donc il y aura moins de place dans les poumons. Donc ça va contracter tout ça. Donc si le volume de la cage thoracique diminue, de même que le volume des poumons. Ok? Donc ça, c'est quand on va avoir l'expiration. Donc tout ça va faire que l'air sort. Et c'est l'expiration. C'est ce qu'on appelle l'expiration. D'accord? Maintenant, je sais qu'on n'a plus de place, mais en gros, on peut écrire exactement l'inverse pour quand le diaphragme se contracte. D'accord? Donc, je vais vous résumer ça puisque c'est exactement l'inverse de ce qui vient de se passer. Donc, quand on va avoir le diaphragme qui va se contracter, donc si le diaphragme il va se contracter, on va avoir le diaphragme qui va donc descendre. Donc sous cette position-là, donc il a plus cette position bombée. Et du coup, le volume de la cage thoracique, il augmente. Donc le volume de la cage thoracique, il augmente. Donc pareil pour les poumons. Et donc, résultat, on va avoir l'air qui va rentrer. Et c'est ce qu'on appelle l'inspiration. Si vous voulez le réécrire proprement à côté, je vous mets juste la version corrigée qui est peut-être un tout petit peu plus jolie que la mienne. Et pareil, vous pouvez, avec les joies et la magie de la technologie, vous pouvez mettre pause et vous pouvez recopier tout ça. Donc voilà, si vous avez besoin, je vous laisse ça, vous mettez pause et puis vous pouvez recopier ça plus proprement que ce que j'ai fait. Mais donc voilà un petit peu ce qu'on vient de voir. Donc quand le diaphragme il se relâche, le diaphragme il va du coup remonter et donc ça va diminuer, l'air va sortir et on va avoir l'expiration. Peut-être faites attention parce que ça c'est peut-être pas hyper logique dans notre manière de réfléchir. Parce que quand on va faire on souffle, on a un peu l'impression qu'on fait un effort pour souffler. Donc on aurait tendance à se dire qu'il y a un muscle qui doit se contracter alors que c'est pas vrai, c'est le contraire. Le muscle, en se relâchant, il reprend sa place et donc l'air sort. Et c'est vraiment quand on va inspirer, c'est là où les muscles vont se contracter et donc du coup le diaphragme descend, le volume augmente et on va avoir
l'inspiration. D'accord? Donc, faites attention, trouvez un moyen mnémotechnique pour vous souvenir de ça, mais trompez-vous pas, faites-le pas à l'envers, parce que ce sera faux. Voilà, je vous laisse mettre pause, écrire tout ça, et puis ensuite on continue sur le petit encadré qu'on a en dessous. Ok, alors, en dessous, il y a juste une petite explication sur deux choses qui sont peut-être des fois pas très bien connues. Le hockey et le point de côté. Alors, le hockey, vous avez certainement déjà eu ça vous est déjà arrivé d'avoir le hockey. Donc, je vous lis les explications, puis on va essayer de comprendre ensemble un peu ce que ça veut dire. Donc, on vous dit le hockey arrive parfois après un repas copieux ou quand on a mangé trop vite. Le hockey est un réflexe respiratoire caractérisé par des contractions incontrôlables et involontaires des muscles du diaphragme. Donc le hockey, il a un lien direct avec ce qui se passe au niveau du diaphragme. C'est votre diaphragme qui se contracte bizarrement et pas comme il devrait. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Le diaphragme descend légèrement. Et si le diaphragme descend, ça libère de la place dans les poumons. On a vu, si le diaphragme part vers le bas, il y a les poumons qui peuvent se remplir. Et ça fait rentrer un peu d'air. Généralement, le hockey est momentané et inoffensif, mais pas toujours. Donc, ça fait rentrer de l'air. Alors, si on est déjà en train d'inspirer, qu'on est en train d'inspirer et qu'il y a le hockey, ça crée pas grand-chose. Par contre, quand on était en train de expirer et qu'il y a de l'air qui veut rentrer, ça fait un à-coup et donc ça fait du hockey. Malheureusement, c'est pas toujours inoffensif et momentané. On voit l'exemple de cet Américain qui s'appelle Charles Osborne, qui a vécu de 1894 à 1991, qui est rentré dans le livre Guinness des records pour avoir eu le hockey continuellement pendant 68 ans, de 1922 à 1990, ce qui est, à mon avis, pas très fun. Pour la petite histoire, moi j'ai eu le hockey une fois pendant 2 jours et c'était juste terrible parce que ça passait pas et tu as le hockey toute la journée, tout le temps et c'est juste pas cool. Donc voilà, 68 ans, vous pouvez imaginer, ça ne devait pas être super fun pour arriver à fonctionner. Donc voilà, ça c'est quand il y a le diaphragme qui déconne, qui se fait des contractions incontrôlables et qu'on n'arrive pas à gérer. Donc, vous pouvez peut-être souligner ça, contraction incontrôlable et involontaire des muscles du diaphragme. Et l'autre chose qui est aussi en lien avec la respiration, c'est le point de côté. Alors ça c'est intéressant, on vous dit le point de côté, ça arrive souvent quand on fait une course et qu'on respire mal, vous avez déjà eu ça certainement aussi, ça fait une espèce de douleur, donc le point de côté c'est une douleur aiguë qui apparaît lors d'un effort sur le côté du corps, généralement en dessous des côtes. Il s'agit d'un problème bénin, c'est pas grave, dont la cause n'est toujours pas clairement élucidée, malgré un intérêt de plus en plus important de la communauté scientifique ces dernières années. Donc ça fait partie des choses que on se dit ouais mais c'est facile, on a déjà tous eu un point de côté, c'est facile à comprendre ce qui se passe, mais en fait c'est pas si simple que ça. On ne sait pas trop exactement ce qui se passe. On pense toujours que c'est lié aussi au diaphragme. Ce que j'ai lu récemment sur le sujet, il parlait du fait que c'était probablement un problème que, en fait, quand on respire mal, du coup, le diaphragme ne reçoit pas assez d'oxygène pour pouvoir bien fonctionner. C'est un muscle, le diaphragme. Et donc, du coup, il a du mal à faire l'effort qu'on lui demande de faire, c'est-à-dire de tirer vers le bas pour aller faire rentrer de l'air dans les poumons. Mais ça reste encore un truc que pour l'instant, on n'a pas d'explication très claire et sûre de ce qui se passe au niveau du point de côté. Donc voilà, juste que vous sachiez qu'en science, il n'y a pas toujours tout qui a été découvert et élucidé déjà. Voilà, donc ça c'est pour ces pages-là. On va revenir un petit peu en arrière sur les fiches et on va attaquer les pages 9 et 10. Je pense qu'on va arriver jusque-là, ouais. On va essayer de terminer les pages 9 et 10 aujourd'hui et puis on fera la suite une prochaine fois. Alors, les pages 9 et 10 nous parlent des échanges gazeux au niveau des alvéoles et des cellules. Alors là, ça va être important de bien faire attention aussi à ce qu'on va discuter, parce que là, on a zoomé beaucoup, et on arrive sur les alvéoles. Ok, donc on parle des alvéoles pulmonaires et on va donc zoomer sur ce qui se passe sur une alvéole. Je vous rappelle, les alvéoles, c'est très petit. On en a plusieurs centaines de millions dans les poumons de ces petites alvéoles. Et là, on va regarder ce qui se passe sur une de ces alvéoles. Donc on vous dit dans le schéma ci-dessous, colorie
des flèches et le capillaire sanguin en rouge pour représenter l'air et le sang qui sont riches en oxygène, ou en bleu pour indiquer l'air et le sang riche en gaz carbonique. Donc on a ici donc une situation, on a une alvéole qui va être très très proche d'un capillaire sanguin. Donc, je vous rappelle, c'est microscopique tout ça. Et on va avoir des échanges qui se font. Donc il va y avoir des choses qui sortent du sang pour aller dans l'alvéole, des choses qui rentrent de l'alvéole pour aller dans le sang, et on va ensuite avoir de l'air inspiré qui va arriver dans l'alvéole et de l'air expiré qui va ici en ressortir. Votre job maintenant, c'est d'essayer de réfléchir quelle couleur vous metteriez pour chaque flèche, donc, et ensuite de même carrément mettre de la couleur dessinée sur le capillaire pour le sang. Donc, je vous laisse réfléchir, vous pouvez le faire au crayon gris si vous voulez, vous pouvez même, si vous êtes sûr, commencer de mettre des couleurs, et puis je vais ensuite colorier avec vous tout ça pour essayer de le faire propre. Donc voilà, si vous voulez, vous pouvez déjà mettre pause et puis colorier un peu de votre côté. Si c'est fait, on va commencer de regarder. Donc, on va commencer par l'air inspiré. Donc, l'air inspiré qui arrive ici en haut, on va le mettre en rouge, parce que c'est de l'air qui vient depuis l'extérieur, donc qui contient encore beaucoup d'oxygène. C'est ça le but de la respiration, c'est qu'on puisse ramener d'oxygène dans chacune de nos alvéoles. Donc, on a de l'air inspiré qui arrive et qui va comme ça remplir l'alvéole. Cette air inspirée, elle va pouvoir faire un échange ici avec le sang. Ça se fait tout seul parce que dans le corps, souvent ce qui se passe, c'est qu'il y a des gradients. Donc ça veut dire qu'il va y avoir ici beaucoup d'oxygène dans la partie de l'alvéole et il y aura encore un petit peu, mais très peu d'oxygène dans le sang. Donc les molécules d'oxygène, elles vont avoir tendance à vouloir équilibrer tout ça et donc elles vont automatiquement se diriger, traverser. Il y a une membrane ici qui va être très fine ici à traverser. Donc elles vont traverser cette membrane très fine et donc ces molécules d'oxygène vont se retrouver propulsées ici dans le sang et ensuite elles seront accrochées par les globules rouges pour être amenées plus loin. Et on va avoir exactement l'inverse qui va se passer au niveau du CO2. Donc le CO2, lui, il va ressortir. Donc il y a du CO2 qui va ressortir ici depuis le sang en direction de l'alvéole. Parce que là, de nouveau, ça se fait automatiquement. Il y a un gradient. Donc il y a beaucoup de CO2 ici dans le sang, dans ce capillaire qui arrive. Et il y a un petit peu, mais il y a très peu de CO2 ici. Donc, il va y avoir une espèce de gradient, une force qui va pousser le CO2 vers l'extérieur pour essayer d'équilibrer, pour que ce soit à l'équilibre. D'accord? Donc, pour qu'à la fin, ce CO2, il ressorte. Le CO2, quand il va se retrouver dans l'alvéole, il va vouloir retourner à l'extérieur. Donc, on va avoir du CO2 ici qui va repartir vers l'extérieur des poumons. Et puis, donc voilà, donc ça c'est pour l'air. Donc, l'air inspiré arrive, pardon, l'air inspiré arrive, donc rentre par ici, va se retrouver, donc l'oxygène va se retrouver à rentrer dans le sang, dans le capillaire, et l'air, le CO2 qui arrive, va se retrouver dans l'alvéole et sera expiré quand on va avoir l'air qui va repartir vers l'extérieur. Et du coup, tout ça, ça va se faire pas d'un coup. Il n'y a pas une porte ici qui s'ouvre et une porte ici qui s'ouvre, comme ça pourrait être compris avec les grosses flèches qui ont été dessinées, mais ça va se faire progressivement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le sang qui va arriver, donc il arrive ici depuis le corps, donc le cœur l'a repoussé, l'a repompé pour le faire aller ici, mais en gros c'est du sang qui vient depuis le reste du corps, donc il est plein de CO2, donc c'est du sang qui va être bleu ici, d'accord? Et puis progressivement, alors ça va être dur de faire ça, de vous faire un dégradé avec mes outils que j'ai là, je vais voir si je peux faire ça, mais concrètement, progressivement, quand le sang se rapproche ici de l'alvéole, il va y avoir déjà, dès que c'est possible, un petit peu de CO2 qui va aller là, et puis encore un petit peu de CO2, puis encore un petit peu de CO2. Puis au fur et à mesure, il y aura de moins en moins de CO2 dans le capillaire sanguin. D'accord? Donc ici, on pourrait... Ah, je peux faire plusieurs couches. Donc ici, on pourrait avoir donc, beaucoup de CO2. Et puis progressivement, il y en a un peu moins, d'accord, de CO2. Et progressivement aussi, en même temps, il y a déjà de l'oxygène qui commence à rentrer. Donc
Ici, il n'y aura plus que de l'oxygène pour terminer. Je ne peux pas faire de couche en rouge. Donc ici, il n'y aura plus que de l'oxygène à la fin, ou en tout cas très peu de CO2. Et au milieu, c'est un peu un gradient, d'accord? Donc jusque-là, de plus en plus on avance, moins il y a de CO2 présent, puis après, il y a un peu un mélange des deux. Alors, malheureusement, je n'ai pas d'outil pour les mélanger, ça se met l'un sur l'autre, mais je vais vous montrer après une image avec tout qui est fait. Donc on a du sang qui repart clairement ici avec un maximum d'oxygène à l'intérieur, et on a du sang qui arrivait ici avec beaucoup de CO2 à l'intérieur. Euh, c'est pas 100%, d'accord? Parce que le CO2, ça va être à l'équilibre entre l'intérieur et l'extérieur. Donc ici, quand on aura sorti un maximum de CO2, il y aura encore un peu de CO2 qui reste. Mais c'est pas grave, parce que chaque passage, on enlève du CO2, chaque passage, on remet de l'oxygène. Pareil, il n'y aura pas tout l'oxygène qui est là-dedans qui aura pu passer dans le sang, mais il y aura un maximum d'oxygène qui sera passé. Donc on se retrouvera ici avec beaucoup d'oxygène dans le sang pour terminer. D'accord? Donc voilà, là il y aura du coup beaucoup d'oxygène. Je ne sais pas pourquoi je ne peux pas passer partout deux fois. Mais voilà, d'accord? Donc ça c'est un petit peu ce qui va se passer. Je vous montre l'image avec en plus joli. Donc si vous avez des talents d'artiste et que vous vous ennuyez, vous pouvez faire ça aussi joli que ça chez vous avec du rouge et du bleu. Donc là, on voit vraiment cette idée qu'il y a beaucoup de CO2 qui arrive. Puis progressivement, vous voyez que là, il y a déjà un peu de rouge, hein. Donc il y a du CO2 qui est parti, il y a déjà un peu d'oxygène qui est rentré. Et plus on avance, plus on perd du CO2, plus on gagne de l'oxygène au contact de l'alvéole ici. Vous pouvez rajouter les légendes, donc capillaire sanguin, c'est ce tuyau ici, tout petit, hein. La taille c'est presque un globule rouge à la fois qui passe dans ces capillaires sanguins. Et l'alvéole, c'est l'endroit où on a l'air qui va être échangé. Et donc air inspiré qui arrive, l'air expiré qui repart avec le sang qui va dans ce sens-là. Voilà. Donc je vous laisse mettre pause si vous voulez, refaire ça très joliment avec des crayons de couleur et on va continuer. Donc là, on se trouvait dans les poumons, hein, une alvéole à côté d'un capillaire. Maintenant, il y a une autre situation, c'est plus loin, donc c'est ce qui se passe là sur votre page 10. Donc sur la page 10, on vous met un schéma, de nouveau avec un capillaire sanguin, et cette fois-ci avec avec des cellules. On vous dit dans le schéma ci-dessous, colorie les flèches et le capillaire sanguin en rouge pour représenter l'air et le sang riche en oxygène, comme on l'a fait avant, et en bleu pour indiquer l'air et le sang riche en gaz carbonique. Attention, ici, on est en train de parler de ce qui se passe dans le corps, quelque part. Alors, c'est pas précisé où, mais si ça peut vous aider, dites-vous que vous êtes dans le muscle de votre jambe, par exemple. Donc, vous avez le capillaire sanguin qui passe ici avec le sang, et ça, ce serait par exemple des cellules musculaires d'un muscle de votre jambe. D'accord? Et donc, de nouveau, réfléchissez ce qui se passe. Le sang qui arrive ici, il est de quelle couleur? Le sang qui part ici, il est de quelle couleur? Les échanges ici, les flèches sont de quelle couleur? Pour voir si vous avez bien compris un petit peu de quoi on est en train de parler. Donc là, on est ailleurs dans le corps, puis on fait les échanges, donc le sang est là pour nourrir ces cellules. Donc réfléchissez, je vous laisse réfléchir, mettez pause, essayez de comprendre dans quel sens se passent les flèches de quelle couleur. Alors, si vous avez suivi, normalement, vous êtes capable de savoir dans quel sens ça marche. Donc, on a du sang qui arrive ici avec de l'oxygène, hein. On a du sang oxygéné qui est arrivé depuis le cœur. Donc, on a exprès réoxygéné ce sang juste avant dans les poumons. C'était ça le but. Et ce sang, il va aller vers chaque cellule et amener de l'oxygène pour chaque cellule pour qu'elle puisse fonctionner. Hein, donc on met pas de l'oxygène dans le sang juste pour faire joli, on met de l'oxygène pour que les cellules puissent vivre. Hein, les cellules elles ont toutes besoin de recevoir comme ça de l'oxygène. Et au fur et à mesure que on va avancer, on va avoir du coup de moins en moins d'oxygène disponible puisqu'on en donne à chaque fois aux cellules. Alors je ne peux pas vous le faire avec des dégradés comme on a vu avant, mais donc on va terminer, ça c'est sûr, à la fin avec du sang qui sera du coup riche en CO2, hein, puisqu'on aura dépensé tout l'oxygène qui était disponible dans le sang. Donc quand on arrive à la fin, hein, quand on arrive au bout, on n'a plus que du CO2 ici.
ou en tout cas beaucoup de CO2 et très peu d'oxygène qui reste. Et entre deux, ben, comme avant, c'est un gradient, hein, donc je ne sais pas si je peux de nouveau remettre un peu de rouge par-dessus, non, je ne peux pas. Donc ici, il y a beaucoup de CO2 et au milieu, il y a donc, le gradient, donc tout ça jusque-là. Et je vais faire la magie de la vidéo pour que on aille le dégradé qui apparaisse. Voilà, donc si vous avez suivi l'histoire, c'est que ben, maintenant on a donc ce dégradé, donc ce que j'expliquais avant. Pareil, vous pouvez vous amuser à le faire tout joli chez vous. Donc on a du sang qui arrive, qui est très riche en oxygène ici, qui va nourrir chaque cellule. Et, ah oui, ce que j'ai oublié de faire avant, c'est que effectivement, chaque cellule, par contre, redonne du CO2 dans le sang. Donc la cellule, elle a fonctionné, elle a travaillé, elle a produit de l'énergie, et du coup, elle a un déchet qui est le CO2 à sortir. Donc on va sortir à chaque fois, vous voyez ici le CO2 qui sort de chaque cellule et qui se retrouve dans le capillaire sanguin. Et ce sang ensuite va repartir et il va retourner au cœur, hein. On avait vu ça dans le chapitre précédent. Donc il va retourner au cœur pour ensuite être renvoyé au poumon, être oxygéné, etc. Et on a un cycle comme ça qui se répète plein de fois. Donc là aussi, vous pouvez faire des jolies couleurs si vous voulez, et mettre pause. Et une fois que c'est fait, prendre la suite. On va continuer sur la question 3 qui est juste en dessous, dès que vous avez fini. Donc là en bas, il nous reste une chose encore à faire maintenant, c'est cette question numéro 3. Vous voyez qu'on vous parle du voyage des gaz dans le corps et on vous demande sur une feuille séparée, vous n'avez pas la place de l'écrire là, mais trouvez une feuille à côté. Vous pouvez rajouter ou trouver le dos d'une feuille sur laquelle il n'y a peut-être pas grand-chose qui est marqué peut-être. Et on vous demande d'écrire à l'aide d'un texte ou d'un schéma, de faire un petit dessin, le trajet de l'oxygène dans le corps depuis le moment où il pénètre par l'intermédiaire de l'air inspiré. Pour t'entraîner, tu peux décrire le chemin du gaz carbonique dans le corps. Donc, en gros, le but, c'est d'essayer maintenant de résumer tout ce qu'on vient de voir ensemble. Si on part depuis le nez, réfléchissez, vous dessinez, vous expliquez tout ce qui se passe depuis le nez jusqu'à ce que l'oxygène arrive dans les cellules. Et après, on repart des cellules et on fait le trajet inverse pour être sûr que dans votre tête, la compréhension, elle est claire. Donc, je vous laisse prendre une feuille. Vous pouvez écrire ça, vous pouvez faire un petit schéma pour l'expliquer. Et puis une fois que c'est fait, vous remettez play et puis moi je vous explique, enfin je vous fais un petit résumé de ce que je mettrai moi euh, comme texte. Ok, donc pour vous résumer tout ça, moi je vous ai pris un schéma que j'ai trouvé quelque part sur internet. Le texte, je vais un peu le lire en même temps que je vous explique et puis je vous le laisserai écrire après sur votre feuille. Mais vous devriez avoir quelque chose qui ressemble à peu près à ça. Donc on va commencer, donc on va avoir ici au tout début l'oxygène de l'air inspiré qui va rentrer par le nez ou la bouche, hein, donc on va avoir de l'air qui va rentrer ici, qui traverse la trachée, donc on va descendre ici par la trachée, le tuyau qui est là, les bronches et les bronchioles pour arriver dans les alvéoles pulmonaires. Donc je vous rappelle, trachée, on va ensuite dans les bronches, dans les bronchioles, dans les alvéoles, donc quelque part dans les poumons ici. De là, il rejoint les capillaires sanguins et est transporté par la circulation sanguine en direction des organes, des tissus et des cellules. Donc on a l'oxygène qui va ensuite retourner ici au cœur, et depuis le cœur, il va être envoyé partout, hein, dans le corps, il va être envoyé par le sang partout là où il y a besoin. Donc ça, c'est toujours de l'oxygène qui se déplace. S'il arrive ici, par exemple, dans la jambe, comme on l'a dit avant, il pénètre dans la cellule où il joue un rôle important dans la respiration cellulaire, hein. Donc la cellule a besoin de cet oxygène pour fonctionner. Donc ici. Ensuite, on va avoir le gaz carbonique en bleu qui va être créé par cette même cellule, qui est un produit donc de la respiration cellulaire, donc un déchet. Il quitte les cellules, tissus et organes pour rejoindre les capillaires sanguins et est transporté par la circulation sanguine en direction des poumons et des alvéoles. Donc en fait, on a ensuite le CO2 qui va remonter, hein, qui va retourner au cœur par la partie droite du cœur, qui va ensuite être renvoyé vers les poumons par les artères pulmonaires. Dans les poumons, on fait les échanges qu'on vient de voir au niveau des alvéoles et des capillaires. Et ensuite, ben, on recommence. Donc on a ce sang qui va être oxygéné, qui va retourner au cœur
et qui retourne dans la circulation. D'accord? Donc je ne sais pas si c'est très clair sur ce schéma-là, mais voilà un petit peu le chemin que va faire l'air dans le corps. Et puis, une fois bien sûr que le CO2 est arrivé là, pardon, une fois qu'il est arrivé dans les alvéoles, il va retourner, donc alvéole, bronchiole, bronche, trachée, et puis on va recracher le CO2 vers l'extérieur, bien entendu. Donc voilà, je vous mets le texte qui correspond à tout ça. Comme ça, vous pouvez aussi le copier chez vous tranquillement. Donc prenez le temps de l'écrire. Je pense que ça vaut la peine d'avoir un résumé, en tout cas que dans votre tête ce soit très clair. Donc si vous voulez le résumer avec d'autres mots, vous pouvez. Mais donc voilà un petit peu tout ce qu'on peut dire. Donc c'est ce que je vous ai lu. L'oxygène de l'air inspiré pénètre par le nez ou la bouche, traverse la trachée, les bronches, les bronchioles, pour arriver dans les alvéoles. De là, il rejoint les capillaires sanguins et est transporté par la circulation sanguine. Vous pouvez presque préciser ici qu'il repasse par le cœur. Il ne faut pas oublier qu'il repasse par le côté gauche du cœur, donc dans l'oreillette gauche, ventricule gauche, et ensuite il va aux organes et aux tissus. Donc si vous voulez rajouter un truc ici, vous pouvez préciser, entre parenthèses, oreillette gauche, ventricule gauche, et puis ensuite avec l'artère aorte, il repart vers les organes. C'est ce qu'on a vu dans le chapitre précédent. Il pénètre dans les cellules où il joue un rôle important dans la respiration cellulaire. Donc c'est pour ça qu'on respire, les cellules ont besoin d'oxygène pour fonctionner. Et ensuite, on a du coup le gaz carbonique qui va être produit issu de la respiration cellulaire, qui lui va quitter les cellules, quitter les tissus pour rejoindre les capillaires. Donc on repart dans l'autre sens. Ces capillaires deviennent du coup des veines, donc la veine cave qui va retourner par la circulation sanguine en direction des poumons. Donc pareil, vous pouvez ici préciser qu'en repassant par le cœur, on arrive par l'oreillette droite, le ventricule droit, et ensuite on va vers les poumons. Une fois que le CO2 se retrouve dans les alvéoles pulmonaires, il va remonter, il va aller dans les bronchioles, dans les bronches, dans la trachée, pour finir par quitter le corps par le nez ou la bouche avec l'air expiré. D'accord? Comme ça, on a tout le trajet complet de ce qui s'est passé pour l'air dans cette situation. Donc, je vous laisse finir de copier ça tranquillement. Vous mettez pause et ensuite on termine avec une dernière chose. Alors, on peut terminer la page 10 avec juste le petit texte qui se termine là, l'intoxication au monoxyde de carbone, comme une petite histoire intéressante. Donc, on vous dit l'intoxication au monoxyde de carbone, les gaz d'échappement des voitures, la fumée des cigarettes, la cheminée d'une maison qui est chauffée au bois, etc., vont toutes contenir un gaz qui s'appelle le monoxyde de carbone. D'accord? Donc, c'est pas du CO2, c'est juste du CO. Celui-ci est malheureusement incolore, inodore, insipide et non irritant. Donc on ne se rend pas du tout compte qu'il y a ce gaz qui peut être présent dans une pièce, etc. Donc on ne sait pas si on a respiré du CO. Une fois dans ton corps, le monoxyde de carbone, il a la fâcheuse tendance de se fixer sur l'hémoglobine. Donc c'est la molécule dans le sang, on en a parlé, qui transporte l'oxygène contenu dans les globules rouges de ton sang avec une affinité 200 fois plus grande que l'oxygène. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en gros, les molécules de monoxyde de carbone, elles vont, si on en respire, si malheureusement on respire, je sais pas, les gaz d'échappement d'une voiture, la fumée d'une cigarette, quand on fait du feu à la maison et puis qu'on n'a pas bien aéré, etc. Et le problème, c'est que du coup, ça se fixe, ce CO, il va se fixer sur l'hémoglobine. Et du coup, certains globules rouges de ton sang ne peuvent pas transporter de l'oxygène parce qu'ils ont tous à la surface, enfin tous les globules rouges qui sont atteints, qui ont capté du CO, ils vont pas le laisser partir en fait. Parce que normalement, les globules rouges, ils laissent partir l'oxygène une fois qu'ils sont dans les cellules. Là, ils sont fixés avec le monoxyde de carbone et ils ne le lâchent plus. Et donc, du coup, tu vas t'essouffler plus vite. En gros, une partie des globules rouges pourrait être atteint et ne plus du tout transporter d'oxygène. Ce qui peut poser un gros problème parce que si on a suffisamment de globules rouges qui transportent plus d'oxygène, on aura beaucoup de problèmes à respirer et à vivre. Donc il faut faire attention à ça. Il faut faire attention à bien aérer les pièces, surtout si on fait du feu de cheminée dans une maison par exemple. Et dans les gaz d'échappement des voitures, pareil, si on a une voiture qui vient de démarrer dans le garage par exemple, c'est souvent juste au démarrage de la voiture quand elle est encore froide qu'il y a beaucoup de CO qui va être produit. Donc par exemple, si vos parents ont une voiture dans le garage ou peu importe, évitez d'être vous-même dans le garage pendant qu'on démarre la voiture, mettez-vous déjà dedans ou attendez dehors, mais respirez ces gaz d'échappement d'une voiture qui vient de démarrer,
c'est souvent une très mauvaise idée. Voilà, donc ça c'est tout pour aujourd'hui. On est à 40 minutes, c'est parfait. Donc on terminera, je pense, cette partie du cours la semaine prochaine. Donc comme je l'ai dit à certains déjà, vous en faites pas, on avance avec une vitesse qui est correcte, parce que du coup quand je vous ai pas en face, du coup j'ai tendance à parler un peu plus vite parce qu'il n'y a pas de questions, je m'arrête pas, donc voilà. Donc on va pas faire plus que ça. La suite ce sera la semaine prochaine, donc. Et vraiment, vraiment, je me répète, mais n'hésitez pas à poser vos questions en dessous du cours. S'il y a des choses qui n'étaient pas claires, écrivez-le, posez la question. Je me ferai un plaisir d'y répondre en vidéo la semaine prochaine, dans la prochaine vidéo. Et puis, s'il vous plaît, notez bien, cliquez bien sur rendre le devoir une fois que c'est fait. Comme ça, je sais tous ceux qui ont pu voir la vidéo, qui ont pu faire les choses, qui ont compris et qui me disent c'est bon, j'ai compris, je note que j'ai rendu. Parce que sinon, bah, ceux qui mettent pas, bah, je me dis peut-être que vous n'avez pas compris. Donc voilà, c'est pas évident pour savoir où on en est. Donc voilà, faites ce travail s'il vous plaît. Et voilà, je vous souhaite une excellente semaine et à la semaine prochaine.